Good morning, good afternoon, good evening, and welcome everyone. Bonjour, bonsoir et bon après-midi à tout le monde. Nous lançons notre webinaire sur la nature des subventions. Je suis Tracey Kemin. Je serai la modératrice aujourd'hui. Je fais partie de l'équipe du PNUD Biofine. Nous avons des invités de premier ordre, des intervenants qui vont participer à ce webinaire sur le sujet de grande importance. Avant de passer à la suite, quelques questions de logistique. J'aimerais vous faire savoir que cette session est enregistrée et sera donc disponible sur YouTube. Nous avons également un service de traduction en français et en espagnol. Vous pouvez passer d'un canal à l'autre. Et en dernier lieu, nous n'aurons pas de temps, malheureusement, pour les questions-réponses en direct. Si vous avez des questions, mettez-les sur la messagerie, sur le chat, et nos équipes les géreront dans les meilleurs délais. Nous sommes ici aujourd'hui pour le lancement de la nature des subventions dans le cadre du webinaire Biofin sur un guide étape par étape pour réutiliser les subventions nuisibles à la biodiversité et améliorer leur impact sur les personnes et la nature. Comme vous le savez, ces questions tellement compliquées ont toujours été à l'ordre du jour depuis de nombreuses années. Cela fait partie des objectifs de l'ODD, des ODD, et nos équipes travaillent d'arrache-pied aujourd'hui. Ceci vise à sensibiliser, notamment sur le cadre de Montréal, l'objectif 18, en essayant de diminuer ces subventions de près de 500 millions de dollars d'ici 2023. Malgré cet engagement ambitieux, cette question continue d'être couverte de difficultés et notre nouvelle guide étape par étape vise à adresser ces questions. Aujourd'hui, nous avons des experts du monde entier qui vont se diviser en deux panels. Nous allons maintenant donner la parole à notre premier panel. Nous avons avec nous aujourd'hui Marjorie Paxton, directeur du Hub UNDP, Monsieur Will Smith, analyste politique dans les questions de- d'agriculture et de commerce au sein de l'OCDE, Monsieur Farouk Oula, qui est conseiller politique au sein de la gouvernance climat et énergie, et mes deux collègues, Hervé Barrois, conseiller technique au sein du PNUD Biofine. Merci à vous, merci d'être avec nous. Maduri, Maduri, est-ce que vous... I can see myself too, but you're spotlighted. There we go. Okay, Maduri, I'd like to start Parfait. with you. Maduri, j'aimerais vous donner la parole en The premier. Nature Pledge was recently launched by the Maduri, UNDP, and le one of the Nature objectives Pledge a été is to lancé shift the récemment et l'une des towards priorités est en sustainability. train de changer It's a à travers positive goal la, and priority. l'ambition des flux financiers pour qu'ils soient orientés de It has manière discussed naturelle et what positive. usually the Est-ce que vous support pourriez nous dire and pourquoi cela et comment cela va-t-il se faire concernant ce lancement du Great. Nature Thank you, Pledge? Tracy, and hello, everybody. Merci, Tracy. Merci à tout le Really monde. keen to Bonjour à have tout le this monde. webinar today. Très heureux d'être sur ce webinaire aujourd'hui. In the nature UNDP Nature Bien Pledge, which évidemment, is essentially dans le our cadre pledge du to Nature Pledge, biodiversity, we une focus on three stratégie pour key themes. 2030 That qui demande trois essentially changements improve systémiques qui sont habitat très and importants largely pour aim towards achieving renforcer les biodiversity actions goals. And these are value shifting concernant l'obtention des transition ODD, and un changement policy économique, technique practices. et également un So changement firstly, de cadre economic and technique et financial. politique. Pourquoi un The changement PNUD has financier been en premier lieu? supporting developing countries Le in PNUD a strengthening soutenu biodiversity les pays en voie de ecosystem développement pour resilience. renforcer la gestion des We have écosystèmes said, depuis un demi-siècle, j'ai envie de or dire. our partners have Donc, said many il y times a in beaucoup the de partenaires pledge d'ONG, de itself. But we gouvernements continue et to face d'ONG également qui travaillent, mais nous continuons à faire face à extreme une natural hazards crise and euh, ecosystem threats. environnementale avec Storms like un effondrement des Idai espèces that naturelles we've notamment. seen actually in Ainsi, Wonderland il want y us a to keep des evaluating and problèmes stay in place. environnementaux Progress et seems il faut simply sometimes continuer impossible. parce que parfois les progrès And semblent it's evident inaccessibles. Une that raison évidente
de cette crise, c'est que l'argent continue à être investi sur des activités qui dégradent la nature. Nous avons eu des investissements à hauteur de 9 trillions de dollars. Euh, Je parle d'USD au cours des dernières années, 9 trillions de dollars qui détruisent la nature. Ainsi, la communauté environnementale internationale n'a pas pu euh, faire face, ne pourra pas faire face à ces objectifs en 2030. En conséquence, si nous voulons euh, obtenir les objectifs dans le cadre des objectifs de protection de l'environnement, nous devons réorienter les mobilisations financières vers une manière beaucoup plus verte et beaucoup plus durable en termes environnementaux. La finance négative est financée par le secteur privé en 2021 et l'équipe de travail concernant le TNFD, qui est une initiative des Nations Unies et des Nations Unies et des WWF, le TNFD, je sais qu'il est très important, a proposé des recommandations en septembre dernier qui permet aux institutions financières et aux entreprises de pouvoir de mettre fin à la dépendance aux risques financiers et à la dégradation de l'environnement. En conséquence, le TNFD est une initiative pour le marché, pour le monde économique. C'est majeur et cela permettra de réorienter la finance privée. Maintenant, concernant les finances publiques, depuis 10 ans, à travers l'initiative de biodiversité et de financement, nous avons soutenu plusieurs pays en voie de développement pour les aider à renforcer leur plan de financement, la stratégie euh, de financement de la biodiversité. Ainsi, depuis cette année, nous pourrons soutenir 91 pays concernant ces financements. Des réalisations ont permis de renforcer un changement de valeur et faire comprendre aux parties prenantes gouvernementales concernant la finance de la biodiversité. Ce n'est pas simplement le budget du ministère de l'Environnement ou des zones protégées, mais c'est au-delà de ça, avec une démarche gouvernementale pour développer la finance en termes de biodiversité, une finance durable. Les parties prenantes nationales ont compris que la conservation de la biodiversité était l'affaire de tous, parce que c'est en fait la fondation de nos vies, de notre société, la durabilité de notre environnement et de notre économie. Ainsi, ce changement a été très important. Le plan de finance de la biodiversité, notamment donner la priorité aux solutions financières, notamment plusieurs mesures pour renforcer l'efficacité dans les dépenses gouvernementales, développer de nouveaux mécanismes de financement, notamment tirer profit de la finance du secteur privé, par exemple, également la réduction, l'atténuation de la finance négative. Cette dernière partie est très importante. Comme vous l'avez dit, on parle de 500 millions de dollars par an de finances négatives. Donc, c'est une euh, entreprise de financement de la biodiversité, de réorientation de la finance négative. Ces subventions ont plusieurs formes, notamment euh, l'économie verte, également essayer de diminuer quelques subventions. Donc, tous ces domaines doivent être réalisés suite à un impact socio-économique très pertinent. Également comprendre les avantages sociaux, pas simplement environnementaux, notamment pour les communautés les plus vulnérables. Maintenant, je vais laisser mes collègues rentrer dans le détail de ces questions, mais j'ai envie de dire que c'est quelque chose de très enthousiasmant concernant la planification. Not the easiest, but with so much potential for us to advance fast. I think the speed is important towards a collective target of eliminating
$500 billion per year of negative C'est subsidies. 500 millions de dollars par an de finances négatives dans le cadre de la cible, l'objectif numéro 18. Donc, merci de votre attention. Merci, Midori. J'ai bien compris l'importance de, pas simplement de lever des fonds, mais de prendre en compte le modèle économique et notamment avec ces conversations tellement importantes sur les subventions pour comprendre que ce que nous cherchons, c'est en fait une approche qui bénéficie à tous. Merci beaucoup de votre intervention. Maintenant, j'aimerais vous passer la parole alors que l'OCDE est un des leaders concernant ce sujet, concernant la mobilisation des subventions. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus concernant le travail de l'OCDE, concernant le fait que l'OCDE a tiré la sonnette d'alarme? Pourriez-vous nous parler un peu des travaux en cours de l'OCDE sur l'évaluation et la lutte contre les subventions néfastes dans les pays? Merci de me donner la parole. J'aimerais remercier les équipes qui ont travaillé sur ces questions. C'est très important concernant la mobilisation des subventions. Donc, j'aimerais en premier lieu m'excuser. C'est vrai que l'OCDE travaille, il faut le dire, sur ces domaines depuis des années et des années. Donc, j'ai beaucoup de choses à dire en très peu de temps. Donc, je m'excuse pour tout le monde. Je vais devoir parler un petit peu rapidement pour couvrir l'ensemble de mon sujet. Au sein de l'OCDE, il y a trois parties de notre travail sur les subventions. En premier lieu, c'est les mesures, ensuite l'impact pour comprendre ce qu'elles réalisent, et ensuite, c'est un dialogue politique pour savoir ce que l'on peut faire concernant ces subventions. Pour rentrer un petit peu dans le détail, lorsque l'on parle des subventions, nous avions plusieurs bases de données en termes thématiques, un soutien politique, un soutien financier et les subventions qui s'orientent vers certains secteurs. Nous avons également un cadre qui explique ce qu'est le financement, quelles ressources sont mobilisées, et la biodiversité et les finances négatives, l'agriculture, la pêche et les énergies fossiles. Ce sont des secteurs très importants et les finances publiques ont un impact majeur concernant l'environnement pour ces questions. Comme cela a été souligné dans le guide qui a été proposé, d'ailleurs, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous savons que la deuxième partie est très importante, comprendre ce qu'est l'impact de ces euh, différents acteurs. Très important de comprendre l'impact sur l'environnement. Donc, l'analyse politique, le modèle économique, la base de données, essayer de comprendre ce volet qui est très important pour comprendre la mobilisation des subventions. Il est très difficile de mesurer cela. Donc, qu'est-ce que nous essayons de faire? On essaye de prendre en compte un principe de précaution, pas simplement quel est l'impact quantitatif. Donc, c'est un processus. Est-ce que les subventions améliorent ou nuisent à la situation? Nous avons un cadre pour l'agriculture et la pêche concernant les subventions qui sont nuisibles à l'environnement, avec une mauvaise utilisation des engrais, par exemple. Pareil pour la pêche, notamment avec un risque d'encourager l'importation illégale de pêche ou la pêche intensive, nuisible à l'écosystème notamment. Essayer d'éviter de pêcher au-delà des capacités de renouvellement des océans. Ces éléments ont des impacts indirects sur la pêche et les coûts. On utilise cela pour essayer de comprendre les proportions de financement qui est mobilisé, notamment des activités qui peuvent nuire. Pour vous donner quelques chiffres, pour la pêche, pour la pêche, pour la pêche, on pense qu'environ 5 milliards de dollars par an, c'est environ la moitié de la subvention de pêche qui peuvent encourager la pêche extensive, l'agriculture.
En 2001, 381 millions de dollars sur plusieurs dizaines de pays qui étaient orientés en termes de subventions avec un impact nuisible pour l'environnement et très important également en 2022, les subventions énergie fossile, 1,5 trillion de dollars US. Donc, ça n'est pas le résultat des politiques, mais c'est simplement l'augmentation de prix de l'énergie du fait de la situation en Ukraine. Donc, ces chiffres montrent l'échelle du problème, l'échelle énorme. Et ainsi, il est très important que Biofin puisse nous proposer ce guide, très important donc que Biofin nous propose ce guide, notamment concernant la biodiversité. Et le dernier volet de notre travail, le dernier volet, le troisième volet, c'est le dialogue politique. C'est d'essayer de comprendre ce que les pays peuvent faire, quelles sont les bonnes pratiques, comment ils peuvent réduire, atténuer l'impact des subventions nuisibles et de renforcer l'équilibre en termes de biodiversité, identifier, évaluer les subventions en faveur de la biodiversité. C'est une analyse en profondeur, prendre en compte 23 études pays de la plupart de nos membres, des pays développés notamment, et voir comment ils ont pu identifier et faire face à ces questions. L'impact des subventions sur l'environnement. Il y a également des bonnes pratiques. Elles sont en accord, en cohérence avec les directives Biofin. Essayez donc de comprendre ce que l'on cherche, une phase d'analyse sur les politiques et également une phase de collecte des données pour comprendre quel est l'impact, évaluer également, et en dernier lieu, une évaluation en profondeur pour comprendre quelles sont les causes et les mécanismes. Donc, en résumé, c'est notre travail sur ce sujet depuis plusieurs dizaines d'années. Désolé de ne pas pouvoir rentrer en détail. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci, merci beaucoup pour ce travail majeur qui a été réalisé par l'OCDE. Merci de nous avoir proposé votre présentation et vous nous avez fait comprendre que ces questions sont très compliquées, notamment mesurer cela. Il est difficile d'expliquer tous ces éléments. J'aurais dû parler de l'objectif 18 qui nous explique que nous devons travailler sur les subventions les plus nuisibles, pas toutes les subventions. Donc c'est très important. Les subventions les plus nuisibles à la nature, à l'environnement et à la biodiversité. Cela est un impératif. Donc merci, merci beaucoup de votre contribution et je suis convaincu qu'il y aura des questions pour vous. Merci beaucoup. Farouk, maintenant, vous avez étudié la question des subventions et leur impact sur l'environnement dans le monde. Quels sont les principaux enseignants que vous retenez de ce travail? Que devons-nous faire différemment pour progresser? Farouk, vous avez la parole. Merci, Tracy, merci beaucoup. Pour rebondir sur le travail de Will, j'aimerais le remercier pour le travail majeur qu'il a réalisé concernant les subventions au sein des pays en voie de développement. Donc, c'est très important que de travailler sur ces questions. Donc, j'aimerais remercier tout le monde. Donc, Will a déjà mentionné certains éléments que je voulais aborder, mais je vais essayer de revenir de manière un peu différente, peut-être rebondir sur ce qui a été dit. Will en a parlé concernant les subventions nuisibles, la biodiversité, tous ces chiffres qui ont été donnés. Je pense qu'il est très important de comprendre que chaque chiffre doit être vu comme un plancher et non pas un plafond. C'est ce que nous avons réalisé dans les objectifs du GBF. Cela est très important
Et cela risque de nous aider pour mesurer les réussites. Mais certes, il y a beaucoup de travail à réaliser. Il faut donc comprendre, bien évidemment, les enjeux. Très important également, lorsque l'on parle de ce GBF, hein, le cadre global de biodiversité. Donc, très important de comprendre l'élimination, l'adaptation des subventions les plus nuisibles. Cela est important concernant la prise en compte de ces questions. Les budgets publics visent à être réduits du fait de l'inflation, notamment. Donc, je pense que c'est quelque chose de très important. Et c'est une opportunité pour réformer les subventions. Donc, très important de parler, d'extraire cette information, de comprendre comment est-ce que l'on peut classer cette information. C'est quelque chose qui est important, c'est une priorité, mais cela n'est pas quelque chose qui doit nous empêcher de passer à l'action. Comme vous l'avez souligné, il y a des subventions extrêmement nuisibles à l'environnement, vous en avez parlé. C'est qu'aujourd'hui, avec le modèle d'identification, comme cela a été mentionné, notamment, on parle de 1,9 trillion de dollars pour l'énergie fossile, trillion de dollars. Cela a été l'année dernière, 640 milliards l'année dernière. Donc, c'est un taux qui est extrêmement inquiétant. Nous avons l'augmentation du coût de l'énergie également. Donc, très important hein, de parler de ce cadre mondial de la biodiversité. Donc, avoir de nouvelles solutions, un nouveau cadre de modélisation pour donner la priorité à la nuisance environnementale et prendre à bras-le-corps ce genre de problème. Donc, nous travaillons sur les subventions aux énergies fossiles. Nous avons d'autres équipes qui travaillent sur l'eau, l'agriculture, la pêche. Mais les subventions de l'énergie fossile sont très importantes. Également travailler sur la finance publique internationale. Nous avons trouvé que lorsque l'on travaille sur les politiques gouvernementales concernant ces sujets, parfois les subventions sont parfois orientées de manière qu'il est très difficile de les suivre et de les évaluer. Donc un travail doit être réalisé afin d'essayer de faire des tours de passe-passe financiers, comptables, concernant ces subventions qui sont nuisibles à l'environnement. Également, aujourd'hui, beaucoup de réformes de subventions ont eu lieu au niveau sectoriel. Chaque secteur est traité l'un après l'autre. Cela n'a pas conduit à beaucoup de progrès. Il y a quelques exemples qui sont encourageants, notamment les accords de pêche avec la WDFO. Et je pense qu'avoir une démarche beaucoup plus intégrée est très important sur ces secteurs est quelque chose de très important. C'est une option très importante. Donc, si vous revenez à cette idée de réforme, on peut utiliser plusieurs secteurs pour essayer de réduire les énergies fossiles. Vous pouvez le faire en prenant en compte les subventions sur l'agriculture, la pêche notamment. Donc, très important de comprendre que les subventions de développement n'est pas forcément liées à une réforme économique. Certains vous pensent qu'il faut donner les subventions directement aux gens pour qu'ils les dépensent. Donc, il y a beaucoup de voies à étudier. Donc, il faut savoir que la réforme aujourd'hui est au début.
Il n'y a pas beaucoup de bonnes pratiques. Il y a quelques très bons exemples, mais nous sommes au début. C'est une page vierge que nous ouvrons. C'est à la fois inquiétant, mais enthousiasmant. Il y a beaucoup d'opportunités pour apporter une valeur ajoutée à ces questions de subventions nuisibles, de réorientation, la finance de la biodiversité, et bien évidemment euh, prendre en compte les directives biofines du PNUD. Il faut également comprendre les niveaux politiques. Madiro en a parlé lors de la première intervention, les stratégies, les cadres d'action. Midori en a parlé. Nous devons nous assurer qu'au sein de ces documents, la réforme des subventions seront bien référencées et opérationnelles d'un point de vue climatique maintenant. La contribution des NDC, très peu ont parlé des subventions de l'énergie fossile. Donc, il y a beaucoup de travail à réaliser. Midori a également souligné un élément très important. Il y a un risque assez élevé de vouloir toujours faire la même chose de manière récurrente et d'attendre des résultats positifs. Comme vous l'avez dit, les objectifs ne sont pas nouveaux. Euh, Ça fait 20 ans, 30 ans, hein. Il n'y a rien de nouveau. En fait, il faut une mobilisation en termes de ressources. Ce qui est nouveau, c'est la finance de la biodiversité. Cela est très enthousiasmant. Cela nous amène à la mobilisation des ressources. C'est un enjeu clé. C'est notre priorité. Également, travailler sur la réforme des subventions des énergies fossiles est très important. Notamment COP28, le gouvernement hollandais a lancé une initiative sur ces subventions de l'énergie, mais il n'y a pas une coalition ambitieuse pour faire face à ces subventions nuisibles. Donc je pense qu'il faut mettre cela en œuvre, agir avec une coalition de pays ambitieux, d'institutions ambitieuses, également proposer des directives, des solutions de bonnes pratiques. Je pense que c'est une priorité. Et cela prend en compte euh, des documentations, qu'est-ce qui peut être réalisé. Certes, il faut comprendre que les nuisances environnementales étaient énormes. En termes de conclusion, si nous ne travaillons pas sur ces subventions nuisibles, il y a très peu de chances d'obtenir ces objectifs. Donc, il y a des difficultés, également une difficulté morale pour nous, un enjeu moral pour nous. Autre chose également dont il faut parler, c'est en fait la sensibilisation et les campagnes de sensibilisation du grand public. C'est très important. Des vidéos qui peuvent souligner l'importance de la biodiversité et de l'environnement, pouvoir échanger avec les gens qui travaillent sur le terrain, également très important, parce que cette réforme politique est très importante. C'est une véritable révolution qu'il faut conduire, qui doit être euh, renforcée par les gens. La sensibilisation n'est pas suffisamment élevée. Il faut savoir que tout cela est payé par l'argent du contribuable. Donc il faut renforcer ce message. Merci de votre attention. Merci Farouk. J'ai envie d'ajouter que ce que nous faisons n'est pas suffisant. Il faut avoir une conversation beaucoup plus approfondie. En tant que réseau, je pense que nous devons penser à ces directives, comment créer toutes ces étapes pour aller de l'avant. La sensibilisation, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le sujet, en fait, il y a 10 ans, c'était dans les objectifs. Les gens avaient l'air dubitatifs. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La conversation a pris le haut du pavé. Le secteur financier prend sa part, mais ce dont vous avez parlé, c'est que le grand public doit être à la table des négociations, pas simplement les autres parties prenantes.
Parfait. Maintenant, c'est à Hervé que j'aimerais passer la parole. Hervé, je sais que vous avez travaillé d'arrache-pied. Hervé, pour le PNUD Biofine. Hervé, pourriez-vous, s'il vous plaît, présenter brièvement les lignes directrices, la nature des subventions développées par le PNUD Biofine? Parfait. Je vais essayer de rebondir sur la contribution qui a été faite par les précédents intervenants afin de ne pas être répétitif. Nous avons commencé en 2018 lorsque nous avons compris que les pays biophiles, il y en avait 40 à l'époque, ne contribuaient pas suffisamment à l'objectif numéro 3. Donc, nous n'avions pas suffisamment d'informations concernant les subventions à l'époque. Ainsi, nous avons décidé, nous n'avions pas suffisamment d'informations concernant les subventions. Nous avons mis sur pied un groupe biophile en 2018, un groupe pour inclure une étape suffisante concernant la revue politique et initiative concernant les subventions, un volet subvention. L'objectif était de collecter des informations positives ou négatives sur les subventions et essayer de les traiter de la manière la plus pertinente possible. Dans cette revue, nous avons un tableau où nous essayons de comprendre l'objectif des subventions, le coût, les bénéficiaires et quel est l'impact sur la biodiversité. Ces données, ces données sont une première mouture qui vient de pays en voie de développement parce que les pays les OCDE n'ont pas beaucoup de subventions. Il y a 53 pays à travers le monde qui essayent de proposer des données, qui proposent des données au sein de l'OCDE, alors qu'il y a près de 200 pays. Donc, c'est une méthodologie pour proposer des nouvelles données. Très rapidement, nous avons compris que ces nouvelles données ne proposaient pas des solutions financières, ne proposaient pas une action terrain pour mettre en œuvre des réformes, pour essayer de réorienter les subventions. Et ceci nous a donné, en fait, une idée, nous a permis de comprendre les écarts, les failles pour les prochaines directives, pour essayer d'impliquer les pays, d'essayer d'en faire un peu plus pour mettre en œuvre des réformes afin de réorienter les subventions qui sont les plus nuisibles. Et c'est l'objectif de cette directive concernant les subventions, évaluer la portée gouvernementale, notamment renforcer le conseil des parties prenantes avec un plan d'action au sein de cette directive pour reconcevoir, refaçonner les subventions. En fait, c'est d'essayer de proposer des actions pour proposer des euh, incitation au pays. Donc, ces nouvelles directives, ces nouveaux guides seront complètement intégrés dans le prochain groupe de travail Biofin 2024 qui va être lancé très rapidement dans les mois qui arrivent. Aujourd'hui, nous avons près de 25 pays biophiles à travers le monde qui mettent en œuvre ces euh, directives. Ils sont à plusieurs étapes de la mise en œuvre. Et nous voyons aujourd'hui qu'il y a quelques résultats et qui sont proposés après la mise en œuvre de ces directives. Et j'ai envie de dire que c'est assez compliqué, mais ça n'est pas impossible. Ces directives sont basées sur des principes clés. Refaçonner les subventions, nous ne voulons laisser personne sur le bord du chemin. Nous voulons nous assurer que les droits de l'homme sont respectés, renforcer l'autonomisation de la femme et l'égalité de genre, renforcer la durabilité, la résilience et la redevabilité dans ce processus. Ce sont des principes clés et nous devons respecter tous ces principes lorsque nous voulons refaçonner les subventions. Les directives visent à identifier les subventions nuisibles à la biodiversité, quantifier ceci en coûts et en effet, nous essayons également d'identifier cela, les écarts, les manquements. En deuxième lieu, nous essayons de définir, de reconcevoir les questions de genre, politiques, socio-économiques et autres. Nous avons également mis en œuvre des plans d'action. Et en dernier lieu, nous mettons en œuvre ces plans d'action pour réduire l'impact négatif sur l'environnement et être en accord avec les ODD. Le processus décrit dans les orientations prend en compte trois étapes. En premier lieu, une phase d'évaluation, produire
un inventaire complet des subventions au niveau national, et ceci est guidé par une équipe de travail nationale. Et cela est très important dans le cadre de la FAO, au sein de Biofin. Nous essayons de mettre en œuvre un groupe interne sur les subventions pour faciliter les discussions concernant les subventions au niveau national. Et cette équipe de travail, cette task force, va renforcer la mise en œuvre au niveau national. Il est très important d'impliquer toutes les parties prenantes dans cette équipe de travail. Une fois que cet inventaire aura été réalisé, nous essayons de donner la bonne priorité concernant les réformes, évaluer l'impact sur la biodiversité. Y a-t-il des soutiens politiques nécessaires? Y a-t-il des raisons financières de mobiliser ces ressources? Donc, la priorité, 3, 4 groupes par pays. Ensuite, c'est une reconception de la phase initiale, des options concernant les subventions éliminées, celles qui sont les plus nuisibles, réorienter, rediriger ces subventions avec un objectif euh, en termes de biodiversité. Ensuite, il y a plusieurs scénarios que nous comparons concernant les avantages et les inconvénients. Ensuite, mettre en œuvre, la phase de mise en œuvre, avec des garde-fous environnementaux pour éviter d'avoir un impact nuisible sur les personnes, la faune et la flore. Ensuite, la mise en œuvre d'un plan d'action en termes de communication pour impliquer toutes les parties prenantes. Il est très important d'avoir le soutien de la part du plus grand nombre de parties prenantes, sinon les réformes ne seront pas réussies. En troisième lieu, nous essayons de mettre en œuvre un système d'observation pour mesurer les performances dans le cadre de la biodiversité et des mesures de compensation pour aider les groupes les plus vulnérables dans la phase de transition. Dans ces guides et directives, il y a des exemples biophiles et pays non biophiles. Nous avons 3 pays biophiles, la Colombie, le Kyrgyzstan et le Népal. Vous en saurez un peu plus sur les difficultés auxquelles ils doivent faire face. Mais nous avons également 7 exemples de pays à travers le monde pour renforcer l'impact, expliquer l'impact sur la biodiversité, pour comment reconcevoir et les enjeux pour mettre en œuvre ces réformes. À travers ces exemples, nous essayons d'aider les pays à passer à la phase supérieure pour mettre en œuvre une réorientation des subventions les plus nuisibles à la biodiversité et à l'environnement. Merci beaucoup. Merci Hervé, merci beaucoup. Le lien sera proposé pour tous ceux qui participent à notre webinaire. Merci beaucoup pour cet aperçu très important. Je suis convaincu que euh, cela sera très important dans le cadre de la mise en œuvre de notre boîte à outils. Les panélistes ce matin, donc les panélistes nous ont donné un aperçu très important de la situation mondiale. Madhuri, Hervé, Farouk, Will, merci beaucoup. Désolé que nous n'ayons pas plus de temps. Merci beaucoup. Vous nous avez donné une contribution de grande œuvre, de grande importance. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à une vision pays. Il faut savoir qu'il n'y a pas un seul pays et qui est un exemple unique, mais il y a des bons exemples de plusieurs pays, des leçons, des enseignements à apprendre. Essayez de comprendre tout cela. Donc, nous avons aujourd'hui du Kyrgyzstan, nous avons M. Temir Burzubaev, qui est responsable technique Biofin. Du Botswana, nous avons mon ami Kebab Twetse Keogile, responsable technique Biofin, et de la Colombie. Nous avons M. Juan Pablo Bustamente, vice-président de la durabilité du Fonds financier pour le secteur agricole, Finagro. Soyez les bienvenus à vous tous, très heureux de vous avoir avec nous. Maintenant, nous allons avoir un échange assez euh, intéressant avec vous et j'espère que nous pourrons tous apprendre les uns des autres et comprendre ce processus très important une fois que nous aurons quitté ce webinaire. Donc, en premier lieu, le Kyrgyzstan. Temir, pouvez-vous partager avec vous
avec nous les principales conclusions de la cartographie et de l'évaluation des subventions au Kyrgyzstan. Merci Tracy, merci. Merci à tous les participants, les panélistes, merci beaucoup. Ce que j'aimerais dire, c'est que les subventions au Kyrgyzstan sont basées sur les ressources. Les subventions pour l'agriculture sont 20% plus importantes que les dépenses du gouvernement sur ces questions. Concernant les travaux de recherche sur les initiatives, concernant l'initiative du Kyrgyzstan, a commencé au début de Biofin. Et les consultants Biofin nous ont proposé un aperçu de toutes les subventions qui existaient au Kyrgyzstan. Les observations principales ont été les suivantes. Toutes les formes de subventions existent au Kyrgyzstan. Elles soutiennent le transport, l'énergie, les services publics, l'agriculture. Une catégorie spéciale est exempte d'impôts également. Ces subventions sur des projets, 4% peuvent être considérés comme neutres ou euh, positifs pour l'environnement. Des études en termes de subventions sur l'agriculture ont été conduites, mais beaucoup trop peu, en 3 étapes notamment. La première étape, c'était des subventions pour l'électrification, l'analyse et la sélection des bonnes pratiques. C'est une une démarche intégrative basée sur les recommandations Biofin. Deuxième étape, les subventions du secteur agricole, a été réalisée et nos consultants ont estimé que les subventions dans le secteur représentaient 180 millions de dollars par an, 2,7% du PIB. C'est 6 à 7 fois plus important que concernant les besoins en termes de conservation de la biodiversité. De plus, cela a été soumis à analyse concernant l'importation des pesticides, des engrais. Ces subventions, il faut le dire, visent à soutenir le secteur agricole, les agriculteurs et assurer la sécurité alimentaire. Nous avons noté d'ailleurs que le montant total des montants reçus par le budget étatique de 2009 à 2019 était de 50 millions de dollars, 58 millions de dollars. Cela est justifié par le fait que les avantages sont utilisés par les agriculteurs du Kyrgyzstan. C'est parfois peut-être une zone grise. Également, l'efficacité des subventions est très faible, elle n'atteint pas ses objectifs et cause une véritable charge pour le budget étatique. Elles ne prennent pas en compte les subventions, l'utilisation des produits chimiques. Également, les bénéficiaires des subventions sont des importateurs, entreprises d'importation, des fournisseurs également d'engrais, fournisseurs d'engrais. Donc, Biofin essaye de nous aider à développer des ébauches de réforme de ce système de location de subventions, notamment avec le développement d'une agriculture bio. Évidemment, nous avons appris de ces erreurs. J'aimerais souligner 4 éléments très importants. En premier lieu, c'est que les bénéficiaires des subventions ne sont pas les catégories les plus vulnérables. À titre d'exemple, les bénéficiaires des subventions sont des personnes qui ne sont pas issues des catégories vulnérables. Il y a également des subventions qui bénéficient aux importateurs d'engrais, de pesticides. En deuxième lieu, la plupart des subventions sont inefficaces. C'est qu'elles n'atteignent pas leur objectif, pardon. En troisième lieu, nous avons
eu beaucoup de discussions concernant avec beaucoup de parties prenantes, notamment les entreprises d'engrais qui sont soutenues par les agriculteurs qui sont contre parfois certains syndicats agricoles. Parfois, le gouvernement préfère maintenir le statu quo en ayant peur que les catégories les plus vulnérables seraient affectées. Cela est faux. Il faut savoir que cet argument économique ne permet pas de renforcer des réformes. La mécanisation également devrait être prise en compte dans le cadre de la subvention, des subventions. En deuxième lieu, il faut préparer l'opinion publique. Je mets fin à mon propos maintenant, mais je vous remercie de votre attention. Merci, Témir, merci. Ce qui m'a frappé, Témir, deux éléments très importants qui sont liés les uns aux autres, c'est que les bénéficiaires des subventions ne sont pas les catégories les communautés les plus vulnérables. C'est vous, en fait. Cela est très intéressant. Absolument, les bénéficiaires ne sont pas issus des catégories les plus vulnérables. Et cela rebondit sur l'autre élément, c'est que nous avons besoin d'un soutien et une sensibilisation publique. C'est ce qui a été dit par notre précédent intervenant. Les gens ne comprennent pas cela, cette hypothèse selon laquelle ces subventions ne sont pas suffisamment bien dessinées, façonnées, conçues. Le grand public n'est pas au courant que les bénéficiaires sont beaucoup trop larges et que les bénéficiaires ne devraient pas être ceux qui bénéficient de ces subventions, car elles causent un impact sur l'environnement. Je vous repasserai la parole si nous avons des questions. Merci beaucoup. Keba, Keba, au Botswana, vous êtes en train de donner la priorité aux subventions à réutiliser. Alors, Keba, est-ce que vous pourriez décrire le processus que vous entreprenez, s'il vous plaît? Merci, Tracy, merci. Très heureux de faire partie de cet échange. Comme je l'ai dit, nous sommes dans la phase d'évaluation en tant que pays. Nous travaillons sur les subventions et les indicateurs de leur implication concernant la biodiversité. Comment est-ce que nous réalisons cela? Nous faisons cela à travers une cartographie du paysage de subventions qui prend en compte les politiques, une revue documentaire et également présentation des parties prenantes. Comme mes collègues l'ont dit, les parties prenantes euh, travaillent avec les communautés les plus vulnérables pour sensibiliser les communautés, rassembler des données et comprendre l'objectif, les tenants et les aboutissants des subventions. Nous avons également réalisé une cartographie des subventions, leur impact sur la biodiversité. Ceci a été réalisé à travers euh, les subventions et leur impact nuisible, notamment sur la biodiversité. Donc, plusieurs subventions ont été identifiées de plusieurs secteurs de l'économie. Nous avons également, dans notre analyse, nous avons identifié des secteurs principaux. Nous avons identifié les secteurs qui étaient les plus impliqués dans la réception de ces subventions. Nous sommes toujours à la phase d'étude, d'évaluation, et je pense que les directives vont nous aider, vont nous assister pour réduire l'écart, pour passer à la prochaine étape. Nous avons déjà réalisé la cartographie et l'analyse extrêmement précise, de manière la plus pertinente possible. Comme je l'ai dit, au moins aujourd'hui, nous avons, sauf erreur, 6 subventions qui prennent en compte différentes parties prenantes, des incitations, des subventions. La définition d'une subvention doit être prise en compte lors des discussions que nous avons eues de manière transsectorielle, multisectorielle. Il est très important ainsi de comprendre cela au début de nos échanges. Nous avons également identifié les principaux secteurs des activités économiques associés avec ces éléments, les subventions et la biodiversité et leur impact. Concernant les 36 subventions au sein du secteur agricole, par exemple, nous avons
des exemptions sur certaines activités agricoles, également l'agrochimie, où nous avons des subventions sur les engrais. Ce sont des exemples. Mais nous avons inclus également les entreprises publiques. Concernant la coordination, nous avons une équipe de travail. Le ministère de l'Environnement et du Tourisme, le département des Affaires environnementales. Au sein de notre travail, nous avons l'Université du Botswana des ressources naturelles et agricoles. Le ministère agit de manière clé, notamment concernant l'importance des subventions sur ce secteur agricole. Également l'Université internationale de Botswana de sciences et de technologies qui travaille avec nous. Également avec les autorités de biodiversité. C'est un comité qui est constitué de différentes parties prenantes sur l'économie, notamment le ministère des Finances, également tous ces secteurs qui supervisent les progrès. Ces directives arrivent à point nommé. Elles vont aider le pays à réduire les écarts concernant ces questions et passer à la phase de priorisation et pouvoir réaliser les objectifs d'évaluation. Merci beaucoup. Merci, Keba. Merci. Quelque chose de très important que vous avez souligné, c'est l'engagement d'impliquer les communautés dans ce processus. Et je sais, dans le cadre du processus Biofin, que le Botswana a toujours eu un engagement majeur, engagement communautaire majeur. Donc, merci beaucoup pour tous ces efforts. L'agriculture, l'agriculture, l'agriculture est ressortie lors du premier panel et ressort encore dans ce panel. Est-ce que c'est parce que l'agriculture est un secteur qui est assez mauvais, qui est un secteur très important pour nous tous, mais est-ce que c'est le mauvais élève? Est-ce que le secteur agricole est le mauvais élève selon vous? Donc, il semble qu'il y a un problème avec l'agriculture. Je pense qu'il y a les besoins de la nature et les besoins d'approvisionnement agricole. L'agriculture est un secteur qui est énorme, notamment la pêche, également l'élevage, les récoltes également. Donc voilà quelque chose qu'il faut prendre en compte. Juan Pablo, maintenant, pouvez-vous imaginer des perspectives de refonte des subventions pour soutenir davantage la conservation de la biodiversité? Merci, merci Tracy. J'aimerais remercier l'UNDP. Merci beaucoup. Donc, c'est vrai que notre travail s'est concentré spécifiquement sur le secteur agricole. Je souhaiterais partager des idées sur cette approche que vous avez adoptée dans le cadre colombien. Nous avons eu des échanges très importants concernant ce sujet. Identifier le fait que le secteur agricole était un acteur clé pour prendre des actions dans ces échanges. Cependant, Tracy, vous l'avez souligné, le secteur agricole fait face à plusieurs difficultés. L'agriculture en Colombie est très pertinente. Une une part majeure dans le PIB. C'est également une des ressources principales en termes de pourvoyeurs d'emplois. Donc, si on commence à parler des subventions au secteur agricole, il faut avoir une emphase plutôt sociale que environnementale. En fait, c'est la manière avec laquelle les différents ministères ont essayé de proposer des opportunités d'emploi aux petits agriculteurs pour leur permettre de renforcer leur activité, de les aider à vendre leurs produits et en essayant également de dynamiser ce secteur économique qui est si vulnérable
du fait des conditions auxquelles nous devons faire face, notamment avec le changement climatique, notamment, et également avec la perte de la biodiversité. Cependant, comme cela a été souligné, l'agriculture nuit souvent à la biodiversité et renforce l'émission des gaz à effet de serre. Comment est-ce que l'on peut prendre cela en compte? Comment trouver un bon équilibre? C'est une véritable difficulté. Nous savons notamment que nous devons protéger l'environnement. Nous devons essayer de respecter l'écosystème, respecter tous les membres de l'écosystème, identifier comment chaque espèce est critique, respecter ses objectifs et que l'agriculture ne peut pas, elle seule, faire face à tous ces objectifs si nous n'avons pas un véritable équilibre au sein de nos actions. Les subventions sont un sujet majeur, très important. En travaillant au sein de Finagro, nous sommes un partenaire du secteur agricole. Il est très important d'identifier comment est-ce que nous pourrions être en cohésion avec les secteurs financiers pour faire face aux objectifs auxquels nous faisons allusion. Parfois, ces échanges prennent en compte ces scénarios, certes, et je sais que le PNUD et d'autres agences ont travaillé d'arrache-pied pour identifier comment nous pourrions protéger l'environnement, respecter la biodiversité. Et les discussions, souvent, en restent au point mort parfois, et voir comment il est possible, en fait, de passer de la phase de discussion à la mise en œuvre et de voir et de comprendre que travailler sur les subventions et comprendre comment les subventions fonctionnent, parce que d'habitude, les subventions sont une ressource qui est allouée à un autre processus. Concernant le secteur financier, les subventions sont une allocation en termes de ligne de crédit, par exemple. Donc, si le crédit n'est pas pertinent, n'est pas en ligne avec les objectifs que nous essayons d'atteindre, la subvention sera complètement, perdra sa pertinence. Donc, je suis très heureux de voir comment les discussions sont mises en œuvre. Très heureux de voir également l'analyse de Biofin concernant ces instruments et d'identifier les opportunités pour améliorer la situation. Grâce à l'initiative Biofin et au soutien que nous avons reçu au sein de Finagro, nous concevons une manière de travailler qui est très importante pour faire face à nos enjeux de planification stratégique, prendre en compte les critères environnementaux concernant chaque crédit que nous proposons d'ici 2026. L'idée, en fait, étant de pouvoir réorienter ces changements au cours des prochaines années. Merci, merci. Une petite question. Juan, pouvez-vous imaginer des perspectives de refonte des subventions pour soutenir davantage la conservation de la biodiversité? En Colombie, nous avons un gouvernement qui est vraiment engagé en termes d'environnement. D'ailleurs, la COP sera liée à la biodiversité dans ce pays. Cependant, c'est un sujet qui est très important. C'est un sujet pertinent hein, au cours des dernières années, notamment les objectifs politiques depuis le millénaire. L'environnement est un élément clé. Pas aussi important qu'aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui a toujours été à l'ordre du jour. Donc je pense que c'est le problème majeur. Même si cela a été à l'ordre du jour, il a toujours été très difficile de mettre en œuvre des euh, actions qui changent la vie quotidienne. Et je serais très heureux d'échanger avec vous concernant ce que nous faisons au Finagro. Nous ciblons ceci dans le cadre de notre point stratégique. Le secteur agricole a toujours été impliqué avec un impact social, un soutien au soutien aux agriculteurs, mais nous savons aujourd'hui qu'il
il faut passer à la vitesse supérieure, que augmenter la productivité, certes, mais en respectant l'environnement, sinon nous ne pourrons pas respecter les objectifs. Finagro, nous essayons de reconcevoir notre perception et de comprendre, d'adopter la bonne stratégie avec une option en matière d'écosystème, comprendre que ce n'est pas la même chose pas la même chose lorsque l'on parle, bien évidemment, de bétail, d'élevage d'animaux, si vous êtes à l'intérieur des terres ou sur les côtes, ça n'est pas la même chose. Il faut prendre cela en compte, mais au bout du compte, il y a des subventions économiques qui est proposées par le secteur public, mais il y a également les subventions du marché, en fait, l'incitation du marché. Donc si, au bout du compte, si les gens ne comprennent pas que leur activité a un impact, je pense que les gens, s'ils ne voient pas un avantage euh, aux subventions, les gens ne les mettront pas en œuvre. La Colombie a plusieurs instruments qui ont proposé des subventions pour changer les choses, mais l'impact n'a pas été très bon. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous souhaitons? Soutenir le secteur financier pour lui permettre de comprendre quelle est la bonne manière pour mettre en œuvre les bonnes pratiques dans chaque domaine, comment pouvoir analyser, matérialiser les revenus et comprendre qu'au bout du jour, ce n'est pas simplement une question de vente. Il y a plusieurs manières d'avoir des revenus du secteur agricole, pas simplement les ventes, et ceci dans le cadre d'un système durable. Au bout du compte, si nous sommes capables de changer d'état d'esprit, changer l'état d'esprit du secteur financier, il sera possible d'avoir les bons encouragements pour réduire cette fracture en termes de biodiversité, de flux financiers, et également de proposer les bonnes subventions, les bons encouragements. Parce que sinon, même avec les meilleures intentions, les encouragements n'auront pas un impact positif, notamment lorsque l'on parle du secteur financier. Donc, nous sommes en bonne voie. Beaucoup d'enjeux auxquels nous devons faire face, mais nous sommes vraiment impliqués, engagés, et nous avons le soutien d'acteurs stratégiques comme l'initiative Biofin, et nous en sommes très heureux. Merci, merci beaucoup. Merci pour cette note positive. Plus nous travaillons sur ces éléments, et plus je constate que nous avons besoin d'une grande diversité en termes d'expertise. Donc, nous avons vraiment besoin, comme vous l'avez dit, l'expertise, une véritable expertise en termes d'outils fiscaux, d'outils économiques, financiers, d'outils agricoles. Ceci pour avoir un impact positif sur l'agriculture, nous avons besoin également d'une expertise en termes de biodiversité. Nous devons donc harmoniser tous ces éléments. Témir, nous avons parlé de la Colombie. Est-ce que vous pourriez nous parler des prochaines étapes prévues au Kyrgyzstan, s'il vous plaît? Au Kyrgyzstan, pardon. Au vu des enseignements, les équipes du Kyrgyzstan essayent, essayent de proposer trois étapes. Nous voulons développer une méthodologie pour évaluer l'efficacité des contributions environnementales, notamment dans le cadre des subventions. Ainsi, des régulations seront prises en compte, la méthodologie sera pilotée, planification de trois subventions pour différents secteurs. Nous avons déjà initié ce processus. Nous attendons un échange avec des consultants qui vont réaliser cette tâche pour nous, une méthodologie.
Concernant les directions maintenant, qui sont évaluées, nous allons essayer de mettre en œuvre ces éléments. Ensuite, nous allons essayer également de mettre en œuvre des entretiens avec les bénéficiaires des subventions pour savoir si les agriculteurs et les gens qui vivent dans les zones rurales connaissent l'impact des subventions, les avantages des subventions. Cette étude renforcera le travail de plaidoyer et de communication. Nous souhaitons également mettre en œuvre un travail de plaidoyer et de communication. Donc, nous espérons que ce travail va contribuer aux réformes en termes de subventions, notamment dans le cadre du GBF, du cadre mondial de biodiversité. Nous savons qu'il est très compliqué de passer de la phase d'évaluation à la phase de mise en œuvre. Très heureux de voir le travail majeur que vous avez réalisé, vous tous. Ah, Keba, j'aimerais terminer avec vous. Y a-t-il des leçons tirées de l'expérience du Botswana qui pourraient être partagées avec d'autres pays qui viennent tout juste de démarrer ce processus? Merci, Tracy. Oui, il y a certes des leçons tirées. Je vais en extraire 3. Notre situation en tant que pays, concernant la définition des subventions, qui doivent être contextualisées d'un point de vue national, dans le cadre de la portée des évaluations, l'implication de tous les secteurs dans l'économie pour définir les subventions. Donc, ce qui doit être inclus dans la phase d'évaluation. En deuxième lieu, dans le cadre mondial de la biodiversité, c'est le rôle de la société et les approches qui sont liées. Je pense qu'il faut renforcer l'engagement de toutes les parties prenantes pour que ceux-ci se mettent autour de la table et travaillent sur la phase d'évaluation, l'implication des parties prenantes à travers tous les secteurs, les bénéficiaires au niveau communautaire, également la sensibilisation au niveau local, et donc la sensibilisation, des campagnes de sensibilisation concernant les subventions, et en dernier lieu, le besoin d'un système de contrôle concernant les données qui sont disponibles en termes de subventions, parce que cela sera une véritable valeur ajoutée pour cartographier et évaluer les informations dans le cadre d'analyse. Donc voilà les 3 éléments en termes de leçons tirées que je pourrais proposer pour le Botswana. Merci Tracy, merci. Merci, merci beaucoup. Juan Pablo, Keba Temir, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre participation, de votre contribution. Je suis convaincu que vous allez continuer sur cette aventure tellement enthousiasmante. Donc, comprendre la complexité de ces questions à une phase critique est très important. Il faut donc bien évidemment travailler au niveau national. Merci beaucoup. Maintenant,
Cela nous amène à la fin de notre session. J'aimerais remercier pas simplement tous les intervenants, tous ceux qui ont participé. J'aimerais remercier les experts, les collaborateurs qui continuent à travailler avec nous de manière formelle, informelle, sur ces questions tellement compliquées. Les directives qui sont disponibles en anglais, français, espagnol et en russe est disponible sur notre site. Le lien va être partagé dans le chat. Autre chose, nous aimerions vous proposer une petite vidéo et j'espère que vous aurez le temps de vous connecter et de participer à la vision de cette vidéo tellement intéressante. Merci beaucoup, j'ai fini maintenant. Such as tax breaks. Every year, billions of dollars are spent on subsidies that are driving the destruction of our ecosystems and pushing species to extinction. These harmful subsidies promote practices that wipe away our forests, pollute the air we breathe, and leave our oceans depleted. The subsidies come in many shapes, such as tax breaks, direct payments, or other government supports for sectors including transport, energy, water, and construction. They often target socio-economic goals. But this assistance can create unintended harm to the natural world. Now, nations are waking up to how this public money is bankrolling our own extinction and the urgent need to reform and remove harmful subsidies for the sake of our planet and people. The OECD estimate that $391 billion in subsidies and other government support to agriculture contribute to biodiversity loss through the expansion and intensification of production. These practices are not just harming the environment, but humans too. Harmful subsidies channeled towards the fishing industry are estimated at $35 billion per year through tax preferences and income support, causing pollution and overfishing. And the fossil fuel sector continues to receive significant subsidies. For G20 countries, production and consumption subsidies average over $600 billion per year. Harmful subsidies are not exclusive to these industries. In fact, many subsidies are country-specific. So it lies with each nation to recognize what these unique subsidies are and ask how they can be reduced or redesigned without impacting economies, even strengthening them, while meeting SDG targets. We can preserve biodiversity while driving economic development and supporting the most vulnerable groups. Long-term results can only be achieved through an integrated analysis of environmental, economic, nutritional, and social objectives that require political support from various stakeholders. Balancing a reduction of biodiversity impacts with short-term productivity loss and related social impact, especially in developing countries, is a major challenge. In many cases, a nature-positive incentive may be needed for the transition period to support vulnerable socio-economic groups. Unless significant action is taken, these harmful subsidies may ultimately outdo our efforts to tackle the global biodiversity and climate crises. Our biodiverse world depends on reforming and reducing these harmful supports. This is the nature of subsidies.